Lee Marvin est né le 19 février 1924 à New York. Issu d'une famille de tradition militaire, il grandit dans une famille où son père avait combattu durant la Première Guerre mondiale et où son frère s'engagea également. Cette éducation, imprégnée de discipline et de sens du devoir, forgea chez lui une virilité franche et directe qui allait marquer sa carrière. Il fréquenta des écoles en Floride et au New Jersey, mais fut un jeune homme turbulent, souvent en difficulté et peinant à se conformer à un système scolaire rigide. Ses premières années laissaient présager la tendance à la rébellion et l'intensité brute qu'il canalisa plus tard dans ses performances à l'écran. La vie de Marvin prit un tournant dramatique avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il s'engagea dans le corps des Marines des États-Unis à l'âge de 18 ans. Il a servi au sein de la 4 et division de Marines dans le Pacifique et a connu de violents combats lors de la bataille de Saipan en 1944, où il a été grièvement blessé par des tirs de mitrailleuse. Touché aux fesses et aux nerfs sciatiques, il a passé plus d'un an en convalescence dans un hôpital naval et a finalement reçu la Purple Heart. Ces expériences de guerre l'ont marqué à jamais, physiquement et psychologiquement, mais lui ont également conféré une grande authenticité dans ses interprétations de soldats, de hors-la-loi et d'hommes durs à l'écran. Contrairement à de nombreux acteurs qui n'ont fait qu'incarner des héros de guerre, Marvin a réellement vécu les horreurs des combats, ce qui conférait à ses interprétations un réalisme saisissant que le public percevait instinctivement. Après la guerre, Marvin a enchaîné les petits boulots avant de devenir aide-plombier dans un théâtre amateur. Presque par hasard, on lui proposa de remplacer un acteur malade dans un petit rôle, et cette expérience éveilla en lui un intérêt pour le théâtre. Encouragé par des mentors, il commença une formation à New York, à l'American Theatre Wing. Sa grande taille, son allure robuste et son intensité naturelle le firent remarquer, et il passa rapidement du théâtre au cinéma et à la télévision. Les débuts de Marvin à Hollywood furent marqués par des seconds rôles de durs à cuire, de méchants et de soldats, souvent dans des westerns et des films de guerre. Sa carrière prit un tournant décisif dans les années 1950 grâce à des seconds rôles marquants dans des films tels que The Big Heat 1953, où il incarnait un gangster glaçant, et Bad Day at Black Rock 1955, où sa présence menaçante intensifiait le suspense. Tout au long de la décennie, il est devenu l'un des méchants les plus emblématiques d'Hollywood, insufflant à chacun de ses rôles une intensité et une menace palpables. Les années 1960 ont cependant marqué sa transformation, le faisant passer du statut de second rôle à celui de star incontournable. Marvin a tenu la vedette dans des films qui ont mis en lumière toute l'étendue de son talent. Dans L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford, 1962, il a incarné le redoutable hors-la-loi Liberty Valance face à John Wayne et James Stewart, créant ainsi l'un des méchants les plus mémorables du western. Il a également révélé un côté plus léger dans Cat Bella Lou, 1965, où il a stupéfié le public en interprétant un double rôle, celui du pistolero ivrogne Kid Shelleen et celui du méchant Tim Strawn. Sa performance à la fois hilarante et touchante lui a valu l'Oscar du meilleur acteur, consacrant ainsi sa place parmi l'élite hollywoodienne. Suite à ce triomphe, Marvin devint l'un des acteurs les plus rentables de son époque. Il incarna le rôle principal dans Les 12 Salopards 1967, une fresque guerrière qui connut un immense succès commercial et demeure l'un de ses films les plus emblématiques. Son interprétation magistrale du Major John Reisman, chargé de mener un groupe de condamnés dans une mission périlleuse, marqua les esprits et influença les générations suivantes de films de guerre et d'action. Parmi ses autres films marquants, citons Point Blank, 1967, un thriller noir et néon stylisé où il incarnait un anti-héros implacable, et Paint Your Wagon, 1969, une comédie musicale où il surprit le public en chantant malgré sa voix rauque et légèrement fausse. Malgré son succès,
Marvin était connu pour son esprit indépendant et son refus de se plier aux règles d'Hollywood. Il abhorrait les artifices de la célébrité et préférait une vie privée faite de pêche, de navigation et de grands espaces. Il se retirait souvent dans sa maison de Tucson, en Arizona, ou dans sa chère Basse-Californie, au Mexique, où il trouvait la paix, loin du monde du spectacle. Marvin parlait aussi ouvertement de ses problèmes d'alcool, qui ont parfois affecté sa vie personnelle et professionnelle. Plus tard dans sa carrière, il continua d'apparaître dans des films tels que Emperor of the North, 1973, The Klansman, 1974, Avalanche Express, 1979 et Gorky Park, 1983. Malgré son âge, Marvin apporta gravité et force à ses rôles, incarnant une forme de masculinité qui semblait de plus en plus rare dans le paysage hollywoodien en pleine mutation. Son dernier film fut Delta Force, 1986, où il partagea l'affiche avec Chuck Norris, interprétant un chef militaire aguerri, un ultime hommage à son image de héros d'action. La vie personnelle de Lee Marvin fut aussi riche et complexe que sa brillante carrière à l'écran. En avril 1952, au sommet de sa carrière hollywoodienne, il épousa Betty Ebling. Leur union dura 15 ans et donna naissance à 4 enfants. Leur premier enfant, un fils prénommé Christopher Lamont Marvin, 1952-2013, perpétua le nom de famille et vécut une vie bien remplie avant de s'éteindre en 2013. Avec lui, le couple a accueilli 3 filles, Courtney Lee Marvin, Cynthia Louise Marvin et Claudia Leslie Marvin, de 1958 à 2012. Chaque enfant a apporté joie et responsabilité à l'existence souvent tumultueuse de Marvin, qui devait concilier sa vie exigeante d'acteur et son rôle de père. Bien que Marvin fût connu du public pour son charisme viril à l'écran, ses enfants révélaient une facette plus douce et intime de sa personnalité, un contraste saisissant, selon ses amis et collègues, avec ses personnages durs et distants. Malgré cet équilibre familial, le mariage de Lee et Betty connut des difficultés. La pression d'Hollywood, l'alcoolisme de Marvin et son comportement erratique contribuèrent à des tensions qui finirent par se révéler insurmontables. Après 2 ans de séparation, le couple divorce officiellement en janvier 1967. Cette rupture est douloureuse non seulement pour Marvin et Betty, mais aussi pour leurs enfants, qui grandissent tiraillés entre les paillettes d'Hollywood et la réalité d'une famille brisée. Bien des années plus tard, en 2010, Betty livre son point de vue sur leur mariage dans ses mémoires, Tales of a Hollywood Housewife, écrit par la première épouse de Lee Marvin. Dans son livre, elle relate son expérience d'épouse d'une star montante du cinéma, dévoilant à la fois le glamour et les difficultés d'une vie aux côtés d'un homme dont la carrière exigeait une attention constante. Betty affirme même que Marvin lui a été infidèle durant leur mariage, l'accusant d'avoir eu une liaison avec la célèbre actrice Anne Bancroft, une révélation qui ajoute une nouvelle dimension à l'histoire déjà complexe de la vie privée de Marvin. Après son divorce, la vie sentimentale de Marvin continua de fasciner le public, notamment sa relation longue et très médiatisée avec Michelle Triola, une femme qui devint un personnage central non seulement de son histoire personnelle, mais aussi de l'histoire juridique américaine. Leur relation prit fin avec l'une des affaires de pension alimentaire pour concubinage les plus célèbres des années 1970. Un procès qui mit à l'épreuve les limites des droits des personnes vivant en concubinage et fit de la une des journaux à travers le pays. Cependant, après les turbulences de cette relation, Marvin retrouva une certaine stabilité et un certain réconfort en renouant avec Pamela Filelli, son amour d'enfance. Ces retrouvailles furent bien plus qu'une simple renaissance amoureuse. C'était un retour à la familiarité, au confort et à l'innocence des jours d'avant, avant que la célébrité ne vienne compliquer sa vie. Ils se marièrent en 1970 et, contrairement aux relations précédentes de Marvin, ce mariage dura.
Pamela resta à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments de sa carrière, ainsi que durant sa santé déclinante dans les années 1980, et demeura avec lui jusqu'à son décès en 1987. Après la disparition de Marvin, Pamela honora leur union et la mémoire de son mari en écrivant et en publiant ses mémoires. Lee, une histoire d'amour, en 1997. Dans son livre, elle partage non seulement des anecdotes intimes de leur vie commune, mais aussi un portrait profondément personnel de l'homme derrière l'image de Dur à cuire. Si le public connaissait Marvin comme l'anti-héros à la voix rauque de films tels que Les 12 salopards et Le point de non-retour, Pamela a brossé le portrait d'une figure plus vulnérable, affectueuse et profondément humaine. Son livre devint à la fois une lettre d'amour et un témoignage du lien indéfectible qui les avait réunis après tant d'années de séparation, assurant ainsi que l'héritage de Lee Marvin perdure non seulement sur le plan cinématographique, mais aussi dans le domaine plus intime de l'amour, de l'amitié et de la famille. Lee Marvin, cet acteur grand et à la voix rauque, réputé pour sa dureté, ne mâchait pas ses mots lorsqu'il s'agissait d'exprimer ses sentiments envers ses collègues. Réputé pour son franc-parler et son caractère souvent acariâtre, Marvin a un jour stupéfié Hollywood en admettant sans embâge qu'il y avait certains acteurs qu'il ne pouvait tout simplement pas supporter. Lorsqu'on lui a demandé de les nommer, Marvin n'a pas hésité. Il a énuméré 7 hommes du milieu qui, pour une raison ou une autre, l'agaçaient profondément. Chaque nom était porteur d'une histoire de rancune, d'affrontements professionnels et de conflits de personnalité qui en disaient autant sur Marvin lui-même que sur ceux qu'il méprisait. John Wayne. Bien que de nombreux fans supposaient que Marvin admirait Wayne parce qu'ils avaient tous deux bâti leur carrière sur des films de guerre et des westerns, Marvin, en secret, le détestait. Les deux hommes s'affrontèrent lors du tournage des Comancheros, puis lors de leur rivalité aux Oscars. Marvin, qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et avait été blessé au combat, s'irritait de l'image de héros de guerre soigneusement cultivée par Wayne, alors que ce dernier n'avait en réalité jamais servi dans l'armée. Il aurait déclaré que Wayne jouait le soldat mieux que quiconque, mais qu'il ne supportait ni la boue, ni le sang, ni les balles. Marvin désapprouvait également les opinions politiques de Wayne, qu'il jugeait trop conservateurs et rigides, et les tensions entre eux persistèrent jusqu'à la mort de Marvin. Charles Bronson. Marvin décrivait souvent Charles Bronson comme trop froid et imbu de lui-même. Il jouait dans des films similaires, des films d'action réalistes. Mais Marvin trouvait que Bronson manquait de nuances et s'appuyait trop sur sa présence physique au détriment de la profondeur émotionnelle. Il a également accusé Bronson d'être antipathique et peu coopératif sur le plateau, refusant de communiquer avec les autres acteurs. Le caractère solitaire et taciturne de Bronson contrastait avec la nature franche et directe de Marvin. Ce dernier avait plaisanté un jour. « Travailler avec Bronson, c'est comme parler à un mur. » Sauf que le mur a plus de personnalité. Robert Mitchum. Bien que tous deux fussent connus pour leur caractère bien trempé, Marvin et Mitchum ne s'entendaient pas. Marvin reprochait à Mitchum sa paresse, affirmant qu'il arrivait souvent sur les plateaux de tournage sans préparation ou avec la gueule de bois, et il lui reprochait de se contenter du minimum dans ses rôles. Mitchum, quant à lui, se moquait de l'intensité de Marvin et de sa tendance à monopoliser l'attention. Leur aversion mutuelle atteignit son paroxysme lors d'une soirée hollywoodienne où Marvin accusa Mitchum de jouer ses films en somnambule, ce à quoi Mitchum rétorqua « Au moins, je ne hurle pas mes répliques comme si j'étais encore au camp d'entraînement. » Marvin avait peu de patience pour les acteurs qui, selon lui, se souciaient davantage de leur image que de leur art, et Telly Savalas en était un parfait exemple. Marvin n'appréciait guère l'autopromotion constante de Savali, son obsession pour son crâne rasé et sa réputation d'être difficile avec les réalisateurs. Sur le tournage des 12 salopards, Marvin aurait comparé Savali à un paon en bottes de combat et l'aurait accusé de voler la vedette. Leur rivalité était si tendue que les membres de l'équipe devaient souvent les séparer entre les prises. Yul Brynner.
Un autre acteur qui agaçait Marvin était Yul Brynner. L'allure royale, presque distante, de Brynner contrastait avec le style plus direct et sans fioriture de Marvin. Marvin n'appréciait pas que Brynner cherche constamment à être au centre de l'attention, à l'écran comme en dehors. Il critiquait souvent son besoin obsessionnel de tout contrôler, notamment son habitude d'exiger des angles de caméra précis qui le mettaient en valeur. Marvin avait un jour lancé, ironique, « Brynner ne joue pas, il reste planté là à attendre que la lumière le frappe. Pas vrai. » Leur animosité atteignit son paroxysme lorsque Marvin refusa un projet après avoir appris que Brynner y était engagé, déclarant « Je préférerais boire de l'acide sulfurique plutôt que de partager une scène avec lui. » Tony Curtis. Marvin méprisait Tony Curtis pour ce qu'il considérait comme de la fausseté. Pour Marvin, Curtis incarnait tout ce qu'il y avait d'artificiel à Hollywood. Une beauté lisse, du charme et la gloire sans la moindre authenticité. Le style flamboyant de Curtis et son empressement à jouer les premiers rôles romantiques contrastaient fortement avec la vision que Marvin avait du véritable jeu d'acteur. Marvin était particulièrement amer de voir Curtis cultiver une image de beau gosse, tandis que lui, marqué par son expérience de la guerre, devait se battre pour obtenir des rôles de dur à cuire. « Tony Curtis ne tiendrait pas 2 minutes dans une bagarre de bar », raillait Marvin. Pourtant, il est traité comme une légende. Frank Sinatra. Le nom le plus surprenant de la liste de Marvin était sans doute celui de Frank Sinatra. Bien que Sinatra fût adulé comme chanteur et acteur, Marvin le considérait comme arrogant, colérique et irrespectueux envers les acteurs et l'équipe technique. Marvin, qui supportait mal ce qu'il considérait comme un manque de professionnalisme, s'offusquait de la tendance de Sinatra à arriver en retard, à partir tôt et à exiger que tout le monde s'adapte à son emploi du temps. Leur conflit sur le tournage des 12 salopards, auquel Sinatra avait initialement adhéré avant de se retirer, laissa Marvin profondément déçu. Il décrivit plus tard Sinatra comme le genre d'homme qui pense que le monde lui doit des applaudissements, rien que pour avoir mis les pieds dans une pièce. La liste des 7 acteurs détestés de Lee Marvin en dit autant sur son caractère intransigeant que sur les hommes qu'il n'appréciait pas. Marvin, ancien marine décoré, marqué par les épreuves physiques et doté d'une vision du monde sans concession, supportait mal ce qu'il considérait comme de la prétention, de la paresse ou un comportement égocentrique à Hollywood. Que ses critiques fussent justifiées ou influencées par son caractère bourru, Marvin n'a jamais hésité à dire ce qu'il pensait. Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté un de ces rares acteurs qui préférait rompre les ponts plutôt que de feindre d'apprécier quelqu'un qu'il méprisait. Grand fumeur et buveur, Marvin a connu des problèmes de santé à la fin de sa vie. En décembre 1986, Marvin fut hospitalisé pendant plus de 2 semaines pour une complication liée à la coccidioïdomycose. Il souffrit de détresse respiratoire et reçut des stéroïdes pour faciliter sa respiration. Il présenta d'importantes ruptures intestinales et dut subir une calectomie. Marvin décéda d'une crise cardiaque le 29 août 1987, à l'âge de 63 ans. Il fut inhumé avec les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington.